propose qu'on donne la parole à Léopold du coup, pour qu'il nous présente un général allemand dont nous ne connaissons pas le nom pour le moment. Ah, quel suspense incroyable. Le suspense est à son incroyable. comble, Ah oui, je réellement. le sens bien. Voilà. Alors, je pré-shot, est-ce que ça commence par un M? Non, Est-ce que même ça pas. commence par un G? Pas lui. Non plus. Ça Je commence par un L. Un L. Ouais, Ludendorff. Ah bah oui. ouais, oui. ouais, Ludendorff, tout à fait. Alors, du coup, je vais dépasser le 1914 parce que j'ai fait une chronique sur Ludendorff, donc pour éviter de couper en plein milieu, j'ai fait un peu toute sa vie, mais Tu triches, mais c'est pas grave. j'ai triché, je suis désolé. Non, qu'as-tu fait, Léopold? Je serai coupé au montage au moment où je dépasserai 1914. Ça éclate Voilà. et il y aura la suite après derrière. Ne me tente pas. Oh, zut. Puis ça reprendra en plein milieu de nulle part. C'est ça, c'est nulle part. Eh ben, nous sommes toutes oui, écoute. C'est vrai que Ludendorff, c'est un général qui intervient sur le front de l'Ouest plus tard que 1914, mais qui prend part au premier conflit mondial dès 1914. Et c'est un général qui a un CV qui est absolument bourré de paradoxes. C'est un bourgeois qui exerce dans une armée qui est commandée par des nobles, qui est issu d'une terre polonaise, mais qui est intégré dans l'Empire allemand. C'est un planificateur brillant, mais qui ne voit absolument pas plus loin que le bout de son nez, qui est pressé de revendiquer des succès, mais qui veut pas endosser les défaites, et qui préfère blâmer les autres. Bref. C'est un personnage donc excessivement complexe, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'il est aussi fascinant. C'est pas étonnant qu'il soit aussi fascinant, parce que perdre une guerre mondiale, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Donc, Ludendorff. Waouh, la vache, ça claque. Ouais, là, c'était une petite balle perdue, Ah mais oui, là, bon, elle est ouais, pas ouais, perdue pour ouais, tout le monde. ouais, Hein. Ouais, j'ai perdu pour tout le monde, ouais. Alors, Erich de son prénom, donc Erich Ludendorff, il est né le 9 avril 1865 à Schwerzstance, aujourd'hui dans la province de Poznań, en Pologne. C'est un territoire qui est encore majoritairement polonais, puisque c'est un territoire qui a été allemand en 1793, lors de la partition de la Pologne entre la Russie, la Prusse et l'Autriche-Hongrie, qui est redevenue polonaise sous Napoléon en 1807, qui redevient allemande en 1815, qui est reperdue en partie en 1818, reconquise en 1839 et recédée à la Pologne en 1945. Donc c'est une province qui fait le va-et-vient entre l'Allemagne et la Pologne. C'est donc un territoire qui, en 1914, est majoritairement polonais, et où le gouvernement allemand s'efforce d'imposer la présence allemande dans une sorte de... Alors, c'est peut-être pas le mot exact, mais parce qu'il est très connoté, mais une sorte de colonisation culturelle, et absolument pas une colonisation de type africaine ou encore en Asie où on va faire des travaux forcés, on va exploiter les populations. Là, ça sera quand même beaucoup plus doux, sans être une partie de plaisir. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc c'est une province qui est aussi à la frontière avec la Russie, donc c'est une sorte de marche militaire où il y a une forte présence de l'armée. C'est le fils d'un bourgeois qui est aussi officier de réserve, et donc c'est tout naturellement que notre jeune Ludendorff se destine à la carrière militaire. Il rentre à l'école de Plön en tant que cadet, puis à l'école militaire de Lichterfelde de 1877 à 1882, où il est remarqué pour son intelligence. Il en sort sous-lieutenant, et après quelques affectations dans divers régiments que je vous passe, parce que c'est vraiment des petits régiments, ça n'a pas grande importance, il rentre à la prestigieuse Kriegsakademie, donc c'est l'académie de guerre, en 1890. La Kriegsakademie, c'est vraiment l'académie où sont formés tous les cerveaux de l'armée allemande, que ce soit à la première et à la deuxième guerre mondiale. Vraiment, si on veut, c'est là d'où sortent tous les brevetés d'état-major. Il en ressort encore une fois parmi les meilleurs, au grade de capitaine en 1895, et sert ensuite pendant un an au grand état-major général, qu'on appelle en allemand le Grosser Generalstab, qui est le véritable cerveau de l'armée allemande. Il passe aussi ensuite quelques mois à Moscou pour y parfaire sa connaissance de la langue et de la civilisation russe. Pendant son séjour au grand état-major général, il se fait remarquer par notre vieux copain Alfred von Schlieffen, donc le grand maître de la stratégie allemande, et dont l'influence va profondément le marquer. Notamment une idée très allemande, qu'une grande bataille décisive par un enveloppement géant peut décider la guerre. Les Allemands, depuis le 19e siècle, sont absolument obsédés par la bataille de Cannes, dont ils vont étudier encore et encore cette bataille, et vont se forger donc cette conviction que
une bataille peut être décisive et que après la guerre est gagnée. Sauf que bon, ils ont dû rater la suite de Cannes parce que même après Cannes, Hannibal n'a pas gagné. Bon. Il fait aussi différents passages dans la troupe, aussi brefs que courts. Ludendorff est avant tout un intellectuel. Il est promu lieutenant-colonel en 1907, puis colonel en 1911. Il prend la tête de la deuxième section du Grand État-Major Général. Donc cette section, elle fait quoi? Elle est chargée de concentrer les forces en cas de conflit. Il participe donc tout naturellement à l'élaboration du plan de guerre allemand, le plan Schlieffen dont on vient de parler. Il travaille à adapter l'outil militaire face aux menaces auxquelles le pays est confronté, dont la montée en puissance de la Russie en premier chef. Il se rend compte que la Russie récupère beaucoup plus vite de sa défaite face au Japon de 1905, et donc il faut s'y préparer. En avril 1914, il prend donc un peu quelques mois avant le début de la guerre, il prend le commandement de la 85e brigade d'infanterie de Strasbourg, tout en continuant à participer à de nombreuses activités d'état-major. Et lorsque la guerre éclate, il est Oberquartiermaster, excusez-moi pour mon allemand, c'est-à-dire officier supérieur en charge de l'intendance d'une armée. Il est Oberquartiermaster de la 2e armée, et cette armée étant avec la première armée allemande le fer de lance de l'offensive sur Paris, donc c'est un poste essentiel qu'il occupe. Pour y avoir participé, donc il sait que la réussite du plan passe par la traversée rapide de la Belgique et la prise rapide de la forteresse de Liège, mais Liège résiste malgré ces forteresses complètement dépassées par le temps, et des bouchons se forment notamment, parce que vous doutez bien que des centaines de milliers d'hommes sur un front étroit, ça crée des bouchons. Ludendorff se rend alors directement sur place, et en prenant le commandement de la colonne qui doit s'en occuper, force le passage et obtient la reddition de la forteresse, ce qui lui vaut la croix pour le mérite, qui est la plus haute distinction impériale. Déjà dès 1914, il commence de briller. Il brille déjà pas mal d'ailleurs. C'est donc auréolé de gloire qu'il est envoyé par Moltke le Jeune, qui est le chef du grand état-major général, pour la Prusse orientale, qui est menacée par l'offensive de 2 armées russes, afin de rétablir la situation compromise de la 8e armée allemande. Mais comme il n'a pas encore les titres nécessaires au commandement d'une armée, il n'a jamais exercé que de petits commandements, on lui donne un chef, en la personne du colonel général Hindenburg, qui est retraité depuis 1911, mais qui est rappelé au service pour l'occasion. Malgré quelques frictions entre les deux hommes, que les mémoires des contemporains passent sous silence, le duo est couronné de succès lors d'une victoire écrasante et sans appel de la bataille de Tannenberg. Fort de ce succès, donc Ludendorff voudrait reporter à l'est son centre de gravité, le centre de gravité de l'effort allemand, mais le patron de l'armée allemande, qui s'appelle Falkenhayn, n'exclut pas une paix séparée avec la Russie, et il estime que les forces seront insuffisantes pour couvrir une campagne en Russie dont l'issue ne serait pas décisive. Évidemment, je pense qu'ils sont encore assez... ils ont tous en tête la campagne de Napoléon et du 112. La Russie fait encore un... Même si l'armée russe ne fait pas aussi peur qu'elle le devrait, en tout cas, son territoire, l'immensité de son territoire et son hiver fait peur. L'objectif de Falkenhayn, ici, est de soutenir les Autrichiens, donc il renforce avec une armée. Qu'est-ce que devient donc le duo Hindenburg et Ludendorff? Ils sont nommés à la tête d'une armée, à la tête du front Est, avec Hindenburg en commandant en chef de l'Est. En allemand, c'est le l'Oberhost, et Ludendorff comme chef d'état-major, qui pour l'occasion fait lieutenant général. À la fin de 1914 et au début de 1915, Ludendorff, à l'Est, veut encore effectuer sa marotte, enfin il a encore sa marotte de super enveloppement, de bataille décisive, afin de gagner ce front-là, et monte pour l'occasion 3 opérations, et qui, si elles ont engrangé des succès qui ne sont pas négligeables, c'est des succès tactiques indéniables, mais qu'elles ne sont pas décisives, et la situation se bloque petit à petit, comme à l'ouest. Ok. À cause des revers autrichiens, au sud, les Russes, comme on l'a dit avant, les Russes tapant d'abord sur l'Autriche-Hongrie, les troupes autrichiennes étant moins solides que les troupes allemandes. Donc à cause de ces revers, Falkenhayn confie une armée, encore plus de troupes à l'armée autrichienne afin de les renforcer. Et Hindenburg et Ludendorff doivent désormais remplir le rôle de diversion au nord.
Ludendorff donc s'exécute, il monte une petite opération en Lituanie et comme d'habitude, c'est pas la première fois qu'il y reviendra, il propose encore une fois un mouvement tournant qui veut encercler l'ennemi. Falkenhayn, lui, préfère des opérations limitées, hein, comme je l'ai dit précédemment, il ne croit pas à une réussite d'une telle opération. Il veut des opérations limitées qui entraînent l'effondrement par pan du front russe. Et c'est ainsi qu'à la fin 1915, les troupes allemandes sont installées d'une ligne allant du Yémen aux Carpates. Un peu frustré quand même de ne pas avoir pu mener la bataille d'anéantissement dont il rêve, dont il l'appelle de ses voeux, Ludendorff se console en exploitant les territoires conquis. Et on en arrive là à un pan assez méconnu de l'histoire de Ludendorff, mais aussi de la Première Guerre mondiale. C'est tout un pan qui va influencer aussi Hitler dans sa vision de la guerre à l'Est et de son exploitation, puisque Ludendorff va se mettre à exploiter les territoires conquis. Il fait d'abord remettre en état l'infrastructure, relance l'agriculture et les grandes exploitations forestières, installe une administration dans un territoire qui apparaît comme une mosaïque ethnique et linguistique. Et c'est un territoire où règne sans partage l'Oberhost, le commandant en chef de l'Est, contrairement à l'Ouest. À l'Ouest, les territoires occupés sont sous contrôle civil, avec un gouverneur général, qui lui-même est secondé par toute une administration civile. À l'Est, rien de tout ça, c'est le contrôle sans partage des militaires, et c'est une exploitation qui est faite de manière brutale, avec des exactions, des réquisitions, du travail forcé, une exploitation excessivement brutale. Cette exploitation va permettre de nourrir les troupes d'occupation, mais aussi d'exporter vers le Reich des denrées agricoles et des matières premières qu'il manque cruellement à cause du blocus effectué par les Alliés. Que là, vous allez me dire, bon, c'est quasiment à peu de choses près, la même chose que feront les nazis 20 ans plus tard. Mais là où Ludendorff a ce petit quelque chose qui va le différencier, il voit un peu plus loin que les nazis quand même, c'est qu'il va mettre en place une politique culturelle visant à une germanisation en douceur Ouais. relative, et que doit accompagner l'implantation d'une population allemande, telle une pénétration coloniale appuyée sur d'anciens soldats. Les anciens soldats jouant dès lors le rôle d'anciens légionnaires romains sur l'Limès, protégeant le cœur de l'Empire. Et donc on voit quand même toute son influence de sa province d'origine, avec toute cette aussi germanisation culturelle. Ludendorff, après ça, ne reste pas longtemps à ce rôle d'exploitant forestier. En 1916, l'entrée en guerre de la Roumanie provoque la disgrâce du commandant en chef allemand, Falkenhayn, et Hindenburg est appelé à le remplacer, toujours accompagné du fidèle Ludendorff, qui est dès lors nommé premier quartier-maître général. C'est un titre qui n'existait même pas avant lui, il est créé spécialement pour lui. On pourrait penser alors qu'ils exercent le pouvoir à deux, mais vu que Ludendorff s'est vu accorder le droit de prendre sous sa responsabilité toutes mesures nécessaires à conduire des opérations, de facto, c'est lui qui commande en fait. Il commence par écraser la Roumanie dans une campagne éclair. Je sais plus, il me semble que c'est 3 semaines, la Roumanie n'existe plus. Et à l'ouest, il décide de passer sur la défensive en raccourcissant ses lignes afin de constituer des réserves, et en profite pour entraîner ses hommes à des nouvelles techniques de combat, rester le plus mobile et jouer sur la profondeur du champ de bataille. Il espère ainsi compenser la supériorité numérique et matérielle de l'adversaire par la flexibilité tactique et la maîtrise technique. Et ça va amener à la création d'une nouvelle unité très célèbre, peut-être que vous connaissez. Stormtrooper. Les Sturmtruppen, tout à fait. Dans le même temps, il s'occupe, en tant que grand maître du pays, il s'occupe de la guerre du matériel et prend des mesures énergiques, mobilisation accrue des ressources humaines, mobilisation psychologique par la propagande. Toutes ces mesures traduisent la volonté d'une victoire totale et du refus d'un compromis. C'est ce jusqu'en boutisme qui va le pousser à peser de tout son poids sur la décision de mener une guerre sous-marine totale. Ludendorff, c'est un technicien de la guerre, qui va se fonder sur la vie de d'autres techniciens de la guerre, en l'occurrence l'amirauté, l'amiral, je crois comment il s'appelle, Tirpitz, il me semble, dont il n'a aucune raison de douter de leurs affirmations, alors que leurs estimations, avec une guerre sous-marine totale, l'Angleterre sera à genoux dans les 6 mois, leurs estimations sont basées sur des données complètement fantaisistes. Il s'oppose directement au chancelier d'Empire, qui avertit qu'une telle guerre sous-marine pourrait provoquer en guerre l'entrée des USA. À un diplomate d'ailleurs qui lui conseille de ne pas trop offenser Washington, Ludendorff répond avec son tact habituel et là je cite, il se fout de l'Amérique. Il n'aurait pas Comme dû. Cyril. Alors, c'était pas moi, mais. Et les conséquences sont évidemment catastrophiques.
puisque alors que le chancelier avait esquissé une recherche de compromis en vue d'une offre de paix en décembre 1916 en direction des États-Unis et recherche de compromis dont il escompte bien que Wilson la reprenne à son compte, la guerre sous-marine totale ruine totalement ses efforts. Et du coup, c'est un véritable affront, c'est un véritable camouflet qui est infligé au président Wilson, qui va désormais considérer l'Allemagne comme un hors-la-loi et qui va mener cette marche à la guerre des États-Unis. L'Allemagne n'a dès lors plus d'autre objectif que de tenir à tout prix, et ce, malgré la révolution russe de février 1917, qui est la seule évolution favorable qui leur arrive à partir de là. Cette révolution russe donc permet à Ludendorff de ramener ses forces à l'ouest, mais bizarrement, c'est pas toutes ses forces qui va ramener à l'ouest, puisque malgré la paix signée officiellement le 3 mars 1918, c'est le traité de Brest-Litovsk, dont d'ailleurs il est aussi un des négociateurs, hein, pourquoi s'arrêter en si bon chemin quand il a tous les pouvoirs, il laisse à l'est de nombreuses divisions qu'il fait même pousser encore plus loin. Il y a des troupes allemandes qui arrivent jusqu'en Finlande, jusqu'au bout de l'Ukraine, et même dans les Carpates, ce qui d'ailleurs va enraciner chez les Allemands une croyance tenace qu'une guerre à l'est, au final, c'est pas bien compliqué à faire. Ces troupes en Russie sont là sans raison particulière, parce que je vous l'ai dit, la paix est signée, et ces troupes seraient particulièrement utiles sur le front ouest, et elles vont particulièrement manquer. En décembre 17, Ludendorff décide donc de rechercher la décision à l'ouest, en battant les Anglais en une seule opération, et avant que les Américains n'arrivent. Et évidemment, le plus tôt serait le mieux. Il ne reprend pas le plan d'un de ses généraux, un général qui s'appelle Ruprecht von Bavière, qui veut percer le front aux alentours d'Armentières, qui veut prendre Amiens, qui a un nœud logistique excessivement important et qui couperait les communications entre les Français et les Anglais, puis ensuite tourner vers la droite, droit vers la côte, et rejeter les Anglais à la mer par un mouvement tournant. Ludendorff ne choisit pas ce plan, qui pourtant est plus raisonnable que le sien. Alors, attention, je ne dis pas que le plan précédent aurait forcément réussi, hein. C'est un plan qui est plus raisonnable, mais qui n'aurait peut-être pas réussi. Il décide, lui, de percer dans l'Aisne, donc plus au sud, au niveau de Saint-Quentin, en introduisant deux nouvelles armées. La 17e, qui a fait ses preuves sur le front italien de Licenzo, en octobre 17. Donc, vraiment des gens plutôt expérimentés, hein, Licenzo étant le lieu de nombreuses batailles sur le front italien. Et la 18e du général Houtière, qui a expérimenté les nouvelles méthodes d'infiltration des Sturmtruppen lors de la prise de Riga en août 1917. Et cette opération, c'est l'opération Michael. Avec ces deux nouvelles armées, donc Ludendorff conserve ainsi le pouvoir de décision, et en ne reprenant pas le plan de Ruprecht, il veut éviter que celui-ci recueille seul les lauriers de la gloire. En faisant cela, le dispositif allemand présente un défaut. L'axe de pénétration, en fait, il s'oriente vers le sud-ouest. Alors qu'on l'a vu, a priori, l'objectif, c'est de rabattre les Anglais au nord-ouest. Donc, son dispositif ne correspond pas a priori ce qu'il veut faire, parce que c'est un autre défaut. En fait, Ludendorff n'a pas d'objectif clair. Malheureusement, enfin, j'ai pas de carte, j'aurais bien voulu vous en montrer une, et de toute façon, pour nos auditeurs, ils l'auront pas vu de toute façon, mais c'est vrai que quand on voit le plan allemand de Ludendorff, ce qui est frappant, c'est que tout ce qu'il veut faire, c'est donner... c'est attaquer, quoi. Il n'y a pas vraiment d'objectif, il n'y a pas de direction claire. Il veut juste donner des coups de boutoir et voir un peu ce que les ennemis vont faire pour ensuite aller à un endroit qui aurait mieux réussi que l'autre. Voilà. Donc, aucun objectif clair. Là où Ruprecht, comme je l'ai dit, en a un, Amiens, puis ensuite la côte. Ludendorff planifie donc ainsi toute son opération uniquement sur la tactique, sur le plan tactique et sur la réaction de l'adversaire. Son dispositif est fragmenté, il ne donne aucun centre de gravité clair. Sa pensée est donc ici un simple élargissement opérationnel, c'est purement tactique. Il n'y a aucune vision stratégique et encore moins opérative. De fait, si la percée réussit bien donc le 21 mars, c'est les offensives allemandes de 1918, la reprise de la guerre de mouvement, la direction prise par les troupes ne permet pas de développement décisif. Les troupes sont épuisées, elles doivent s'arrêter, et encore une fois, même si Ruprecht, lui, il tente bien d'élargir le front vers le nord, près de Lens, pareil, ses troupes s'épuisent très vite et il doit s'arrêter. Ludendorff n'en démord pas, il décide de monter une nouvelle opération contre les Britanniques au nord, et pour cela, il a besoin d'une diversion pour attirer les forces françaises au sud, forces françaises qui sont derrière le front britannique et qui les soutiennent. Donc il a besoin qu'elles se déplacent vers le sud.
Mais là encore, nouveau paradoxe, Ludendorff avait clairement expliqué avant l'opération que les forces allemandes ne suffiraient que pour un seul assaut et que toute diversion était exclue. Et que même pour le début de la bataille, il estimait juste que de faux renseignements, des barrages d'artillerie, des patrouilles plus nombreuses sur d'autres parties du front suffiraient à leurrer l'adversaire. En fait, non, pas du tout. Les Alliés ont été tout à fait au courant du secteur de l'attaque allemande et d'ailleurs ont très bien réagi. Donc pas de diversion au début, mais là il va encore fragmenter ses forces avec cette attaque de diversion et bizarrement le succès est au rendez-vous. C'est un succès apparent, superficiel, mais il est là. Le chemin des dames est percé, notamment grâce aux tactiques d'infiltration dans la profondeur de ces Sturmtruppen. Mais si cette progression est spectaculaire, ces troupes s'engouffrent dans une poche au flanc très exposé, et Ludendorff ne peut pas élargir la base de cette poche. Donc il se laisse entrer dans une bataille de grand style, alimentant cette bataille avec des troupes, mais sans objectif, encore une fois, clair, et qui épuise ses troupes inutilement. Dès lors, il devrait se retirer d'une position trop exposée, mais il s'entête et décide de remonter une nouvelle opération pour le 10 juillet. Mais la logistique peine à suivre, l'offensive ne peut démarrer que le 15, ce qui prend un très gros risque, puisque il sait que Foch prépare une contre-offensive. En fait, ce qui se passe pendant ces mois d'été, c'est qu'il refuse de voir que son armée est complètement épuisée. Elle est tellement épuisée qu'elle n'est plus fiable. Ce que le 8 août 1918, qu'il qualifie lui-même de journée noire de l'armée allemande, va lui montrer très clairement. Le 8 août 1918, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est les Britanniques de la 4e armée, appuyés par des chars, qui enfoncent sans difficulté les lignes de la 2e armée allemande au niveau de la Somme. C'est vraiment le sans difficulté là, qui est important. La Somme, l'offensive britannique dans la Somme en 1916 s'était soldée par un bain de sang sanglant. Et alors que là, ils l'enfoncent absolument sans difficulté. Ils font des prisonniers. En fait. Complètement. L'armée allemande est et c'est même pas qu'elle est à bout de souffle, c'est qu'elle est complètement lessivée. C'est du beurre fondu. Exactement. Et alors là, à partir de ce moment-là, il a plus de comportement rationnel, puisqu'il va cacher le désastre au gouvernement, alors que normalement, là, il aurait dû leur demander d'en tirer les conséquences diplomatiques pour demander la paix, et il s'entête à rester sur place, à ne pas se replier et à accepter tous les combats, exposant son armée à des coups de boutoir destructeurs, comme je l'ai expliqué dans ma chronique sur l'armée française en 1918, des coups un peu partout sur le front. En septembre, l'armée allemande, donc comme je l'ai dit, est exsangue. Ludendorff, on ne sait pas ce qui lui prend, d'un coup admet la réalité, et il impose une demande d'armistice, qui revient à reconnaître publiquement sa défaite. Il essaye de corriger ensuite son erreur en affirmant qu'il n'acceptera que des conditions d'armistice favorables, puis il tente de relancer le combat, mais les dégâts sur son image dans l'opinion sont déjà faits, et il est limogé par le Kaiser le 25 octobre 1918. Ok. Voilà. Donc pratiquement à la fin, quoi, en fait. Voilà, exactement, il est à la fin. Bon, après là, j'ai toute une partie sur l'après-guerre, mais je vais peut-être la skipper, parce que ce que je voudrais, c'est parler d'autres choses. On est d'accord qu'il a des trucs avec Hitler après, non? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Ah oui, Ouais. mais là je me rends compte que ma chronique est déjà très longue, donc je vais skipper tout ça. Désolé. Comme ça fait un résumé, il y a les nazis. Voilà. Bon, donc je voudrais d'abord faire un focus donc, sur sa carrière militaire, plus sur ses idées plutôt, militaires. Okay. Tout d'abord, on va... parce que je l'ai quand même assez dézingué dans cette chronique, on va rendre à Ludendorff ce qui appartient à Ludendorff. Il fut quand même l'un des rares généraux de la Première Guerre mondiale à montrer du talent, puisque il quand même compte de nombreux succès tactiques. Mais il faut encore se demander quelle est l'étendue de ce talent. Au début de sa carrière, il laisse une grande marge de manœuvre à ses subordonnés, et eux-mêmes le prouvent en l'écrivant dans leur mémoire, puisqu'il est encore très influencé par la pensée de Moltke l'Ancien, et qui leur laisse donc une large part d'initiative dans l'interprétation des directives qu'il leur fournit. Et donc cette marge d'initiative se retrouve même aux échelons inférieurs, car l'efficacité des Sturmtruppen vient précisément du large pouvoir d'interprétation laissé à l'encadrement afin de remplir leurs objectifs. Cette souplesse, qui est le point fort du commandement allemand, disparaît aux échelons supérieurs progressivement au fur et à mesure de la guerre, et ça laisse place à un autoritarisme qui souffre aucune contradiction, et prétend contrôler le moindre détail. Et s'il y a échec, une tête tombe. Évidemment, ça va ronger la confiance et ça va gripper tout le système. Il est, encore une fois, paradoxalement, le seul responsable d'une forme de démission collective au sein de l'armée allemande, les officiers supérieurs n'osant plus prendre la moindre
initiative, surtout que difficulté supplémentaire pour ces derniers, il n'expose plus ses intentions, il n'en informe plus ses subordonnés, ce qui évidemment, vous vous en doutez, dans une opération va introduire de l'incertitude. Donc dans ces opérations, qu'est-ce qu'on en dit? C'est un élève, donc je l'ai dit, c'est un élève de Schlieffen. Ces opérations le prouvent bien, il y a constamment la recherche de bataille d'anéantissement par un mouvement tournant sur les ailes. Comme Falkenhayn l'avait prévu, c'est inopérant face à un adversaire efficace en défense, puisque la bataille de Tannenberg le prouve, que Tannenberg, en fait, c'est une sorte de demi-victoire, en fait. Il écrase, certes, une première armée russe, mais il y en a une deuxième à côté, l'armée russe du général Rennenkampf, et il essaye d'envelopper l'armée de Rennenkampf, mais malheureusement, celui-ci, contrairement à ce qu'il pensait, montre de remarquables qualités défensives. Et même si les Russes décrochent et laissent le terrain aux Allemands, les Russes se replient en ordre et il n'y a aucune défaite écrasante. Donc en fait, Tannenberg, c'est certes un premier écrasement, mais un goût d'inachevé plus tard. Donc il obtient des succès tactiques, mais sans pouvoir monter dans des enchaînements opérationnels. Et c'est exactement la même chose qui se passe à l'ouest. Il se concentre sur la percée, mais oublie un vieux principe de Moltke l'Ancien. Une fois lancé, on ne peut pas rattraper des erreurs dans le dispositif de départ. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, il a établi son dispositif sans fixer clairement d'objectifs, sans fixer clairement les phases d'enchaînement postérieures à la percée. C'est aucune chance que son armée se développe dans un sens précis. En plus, comme tout bon officier supérieur allemand, il néglige sa logistique, puisqu'il pense qu'au pire, ses troupes se serviront dans les magasins britanniques qu'ils captureront, et néglige ses réserves, car après le succès du 21 mars et l'armée française qui vient à la rescousse de l'armée britannique, on constate que les divisions en première ligne sont toujours les mêmes, en fait, depuis le 21 mars. Elles ont perdu 50% de leurs effectifs et les divisions d'attaque sont grandement affaiblies. En fait, il n'a plus aucune réserve offensive. C'était donc un excellent tacticien, mais il n'a jamais arrivé à se hisser au niveau de l'art opératif, en fait. C'est ce qui est un grand classique chez le général allemand qu'on retrouvera encore plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale. Aucune notion de cet art opératif qui pourtant est si important. Voilà. Je pourrais peut-être préciser des choses dans une autre chronique parce que je me rends compte que j'ai encore pas mal de choses à me dire. Et là, voilà. Il y aura donc un épisode 2 sur. Il y aura un épisode 2, je pense. Voilà. Je veux pas endormir tout le monde. Là, c'est vrai qu'il y aurait plein de trucs à. Parce qu'en fait, Oui, ça a l'air d'être un mec hyper important. Moi, je connaissais pas du tout. En fait, je connais très très peu cette période. C'est l'un des personnages, je pense, l'un des généraux, si c'est pas avec le général allemand le plus important au niveau de l'état-major. Après, voilà, le truc, c'est qu'il y a tellement de théâtres d'opération, tout ça sur. Il y a des choses où tu disais, par exemple, où il laisse des troupes à l'est alors qu'il aurait pu en renvoyer à l'ouest. De ce que j'ai pu en lire, en fait, il peut pas. Enfin, il peut pas sans risquer autre chose. Mais puisque quand on imagine que la Russie tombe, qu'il y a la paix de Brest-Litovsk, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent c'est la paix, c'est fini. Non, c'est le chaos le plus total. Il y a des bolcheviks contre des libéraux, des Ukrainiens contre des Russes, des Lituaniens contre des Lettons, contre des Allemands de la Baltique, contre des Estoniens. Et c'est le chaos le plus total. Ça a toujours été un peu le paradoxe de l'historien, c'est que du coup, en fait, pour pouvoir un peu avoir des informations sur ce qui s'est passé, il faut reprendre toutes les informations, toutes les données que tu peux avoir de l'époque, et puis facilement, quand tu as toutes les données, du coup, tu conçois un biais qui est là pour l'occasion quasiment 100 ans plus tard. Donc effectivement, on sélectionne des données qui ne sont pas forcément connues à l'époque ou alors on voit dans l'avenir. Oui, parce qu'en fait, on a un côté très omniscient. En fait, on essaie qui est quasi divin en regardant ça et en se disant, c'est sûr. En fait, on ne voit que ça comme éventualité. Ce qui est intéressant, et vous en aviez déjà parlé dans d'autres chroniques, c'est justement ce principe de l'Uchronie où tu t'imagines à autre chose justement aussi après derrière. Après c'est là où, enfin, je te laisse enchaîner après. Il me semble qu'il y a quelque chose quand même qui a à noter. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas juger l'histoire. On peut pas émettre de jugement sur les choses du passé parce que c'est trop loin de nous. On n'a pas le bon cadre pour. Voilà. Nous, on a un avantage, comme tu l'as dit, Marc, de savoir ce qui s'est passé, et donc on l'a un peu facile. Mais je trouve que des fois, c'est un peu omettre
que y a des personnes dans l'histoire qui font. Alors c'est principalement conneries. quand c'est des choses stupides, parce que autant les trucs brillants, nous on se dit après coup, ah putain, le mec il a eu Fort. du flair, mais le coup des mecs débiles, il y a quand même un certain nombre de choses où tu te dis, même avec les connaissances de l'époque, même avec le contexte, même avec le cadre moral dans lequel ils sont, c'est débile. Tu peux pas tourner autour du pot. Tu sens que le type, bon voilà, c'est des aristocrates qui se marient entre cousins depuis 300 ans et Oui, et il prend Ouais, les ouais. décisions qu'il peut. Voilà. il y a pas besoin d'avoir une grande intelligence pour se rendre compte que si une voiture fonce dans un mur, qu'elle fonce dans un mur, quoi. Oui, Donc, oui, bien sûr, ouais, c'est vrai. après, je voulais dire que Oui, vas-y, pardon. pour en revenir sur les troupes allemandes à l'Est, qui pouvaient pas les replier après, effectivement, c'était le bordel là-bas, mais après, il les a fait enfoncer encore plus, en fait. Si elle était restée statique, enfin, pour maintenir une sorte de paix toute relative, on est d'accord? Bah, c'est Mais ça la problématique. il les a fait avancer, quoi. Donc, au final, à quoi Bah ça oui, mais en servait fait, de les faire aller? je suis pas sûr qu'ils pouvaient faire. Là pour le coup, je ne sais pas quelle aurait été une vraie bonne solution. À mon sens, il y en a même pas. Oui, est-ce que Dans le oui, sens où, les pour avoir pas mal géologues. regardé l'histoire de, notamment d'un truc qui s'appelle la Maknovtchina, mais dont on reparlera quand on fera un En épisode 1917 1919. 1919, ok, pardon. Ouais, plutôt, même presque plutôt 1919. Ok. Mais c'est le sud-est de l'Ukraine qui est aujourd'hui connu sous le Donbass. En fait, il faut voir qu'il y a plein d'armées différentes, d'armées de toutes factions confondues, hein. Dans cette zone-là, vous avez en même temps des bolcheviks ukrainiens qui que donc veulent que la totalité de l'Ukraine, malgré le fait qu'elle ait été signée, qu'elle ait été donnée entre guillemets à Brest-Litovsk, qui n'ont pas l'intention de la lâcher, qui ont monté une armée. Les troupes anarchistes de Makhno, qui considèrent que le concept d'État ne leur plaît pas. Les paysans révoltés qui tournent autour, qu'on appelle les armées vertes, l'armée blanche de Denikin, qui espère pouvoir remonter vers Moscou, les troupes de Kolchak, qui sont une autre armée blanche basée sur la flotte russe en mer Noire à Sébastopol, plus les bolcheviks russes, accompagnés notamment des divisions cosaques qui tournent juste de l'autre côté du Don, et qui lancent des offensives dans le coin, plus les Ukrainiens de Kiev qui tentent d'établir leur contrôle sur la région. Et ça, tout ce bordel en fait que les Allemands viennent s'ajouter en espérant pouvoir pousser un peu plus loin les frontières de l'Ukraine pour enrayer un petit peu la progression des bolcheviks. Parce que en 1918, même si la paix elle existe entre guillemets entre les bolcheviks et l'Allemagne, personne ne croit à la paix. Il faut être très clair, ni les Allemands ni les bolcheviks ne considèrent que une fois que le front de l'Ouest sera terminé, ça va s'arrêter. À ce moment-là, on le rappelle, enfin pour ceux qui ne le savent pas peut-être plutôt, le chef de l'armée rouge à l'Est, c'est un certain Trotsky, partisan de la révolution permanente et mondiale. Donc en fait, les Allemands, s'ils avaient retiré toutes leurs troupes à l'Est, il y avait un risque. Après, est-ce qu'il était réel? Est-ce qu'il était plus important? Sur quelle temporalité il se mettait en place? Ça, c'est plus compliqué à percevoir. Mais il y a un fort risque que tout ce qu'ils ont gagné justement dans la paix de Brest-Litovsk, ils le perdent. D'ailleurs, malheureusement pour l'Ukraine, elle ne tiendra pas, la paix de Brest-Litovsk ne tiendra pas face aux contre-offensives soviétiques dès la chute de l'Allemagne. Et ce, malgré le soutien du bout des lèvres des puissances de l'Ouest et le soutien et / les trahisons de la Pologne. Parce que là aussi, il y a tout un tas de bordel, parce que c'est là aussi le bordel ethnique, et d'un village à l'autre, tu passes d'un village qui parle polonais à un village qui parle ukrainien, à un village qui parle le yiddish, Ouais. c'est-à-dire la langue
l'une des langues en tout cas utilisées par les juifs ashkénazes. Ashkenaz, ouais. Donc c'est le C'est bordel. un joyeux bordel. Mais ça n'est pour le moment ni l'heure ni le lieu. Léo, est-ce que tu voudrais nous rajouter 2-3 trucs sur Lindendorf du coup avant qu'on passe à la suite? Je vous coupe un petit peu avant qu'on digresse trop Oui. sur d'autres Tu fais années bien. parce que je vous connais. Bah non, rien qui nous ferait rester dans le sujet. Très bien, ça marche. Bah écoute, du coup, Léo, merci beaucoup pour cette chronique sur ce général du coup de l'armée allemande. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.